Avant de débuter aussi, je voudrais remercier Yvette Bouvard, qui est ici présente, qui est membre du conseil d'administration, et c'est elle qui concocte la programmation des conférences depuis plusieurs années. Alors, encore cette fois, elle a bien réussi à nous trouver des sujets super intéressants. Puis, merci aussi à la bibliothèque et à la Maison de la Culture pour collaborer avec nous et nous prêter cette magnifique salle pour les conférences. À la suite de la conférence, je vous invite à faire un petit tour à notre table aussi. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres, on a des fiches d'inscription. On a un tarif super abordable de 25 pour les bulletins en version papier et 20 si vous voulez le bulletin en version électronique. Et ici, accès à toutes les infos de la société et à la possibilité aussi de devenir bénévole chez nous. On cherche toujours des gens qui ont des talents à partager. Puis on a aussi plusieurs livres, dont quand même des livres de M. Desjardins. Donc, je vous inviterai à regarder, à jeter un coup d'œil. Il y en a qui sont tellement populaires qu'on les trouve plus, qu'il nous reste 11 exemplaires. On va voir qui va se batailler pour l'avoir après. Et ici, un tout nouveau, là, tout chaud, là, il vient juste de sortir du four, un livre de Kevin Collin, qui est ici présent, qui est des litanies de Saint-Viateur du frère Young. Donc, il a compilé des textes anciens. Hein? Je comprends bien, c'est ça? Vous avez compilé des textes anciens. C'est lui-même qui a composé une série de 1000 litanies. OK. Alors, le tout nouveau avec un prix de lancement à 15 Alors, c'est tout pour les petites nouvelles. Et ensuite, aussi, on a les bulletins, nos 2 derniers bulletins là, à 5 pour ceux qui ne sont pas membres, puis ceux qui sont membres, vous l'avez déjà reçu. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Yves Desjardins, que plusieurs connaissent ici, qui est un membre et un précieux collaborateur de la Société d'histoire du plateau depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien d'années, là, mais quand même, il a déjà animé plusieurs conférences et aussi administrateur de Mémoire du Myland, qui est notre société d'histoire amie. On couvre un peu le même secteur, en tout cas pour l'Ouest. Puis, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que j'ai nommé de l'histoire du Myland, Québec à l'ouvrage, L'avenue du parc et son histoire, et un des co-auteurs du super dictionnaire historique du plateau Mont-Royal, dont nous avons une copie ici. Puis sinon, tous les livres sont au centre de documentation et d'archives. Vous pouvez vous les procurer aussi plus tard, puis les ramasser les mardis quand on est ouvert. Alors, sans plus tarder, accueillons chaleureusement M. Yves Desjardins avec une œuvre sociale qui a ses racines dans le plateau. Merci beaucoup, Nathalie. Puis merci à la Société d'histoire. Je suis toujours très heureux quand elle m'invite à donner des conférences. Puis pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent l'ancien emplacement dans la bibliothèque adjacent à la section des enfants, on est très heureux aussi du déménagement à la Maison de la Culture où on a un très bel environnement. La conférence que je vais donner aujourd'hui, si vous avez été attentif quand vous avez reçu l'invitation, avait un titre un peu différent. Une œuvre sociale qui a des racines dans le plateau. Des racines dans le plateau, c'est un peu être impérialiste de la part du plateau Mont-Royal parce qu'on parle bien entendu de l'œuvre d'Émilie Gamelin. Et puis, ça sera un peu comme si le plateau avait annexé le Vieux-Montréal, le quartier latin, puis une partie du centre-ville. Mais en même temps, l'image des racines est très bonne. On pourrait plutôt dire plutôt que de dire qu'il y a ses racines dans le plateau, parce que, comme je viens de le dire, l'œuvre d'Émilie Gamelin est beaucoup plus vaste, il y a des racines. Mais avant, un petit mot sur ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est un peu la faute du Guet Loubert. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a de ça 3 ou 4 ans, elle m'avait dit, je trouve que ça manque de femmes dans l'histoire du Myland et du plateau. On ne met pas assez le rôle des femmes en valeur. Et évidemment, quand on parle du 18e, du 19e et même du 20e siècle, dans une certaine mesure, ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire. Mais d'une certaine façon, Huguette me lançait un défi que j'essaie de relever aujourd'hui. Je veux surtout parler des liens exceptionnels entre 2 femmes qui étaient cousines. Et vous allez voir que ces 2 femmes partageaient effectivement des racines profondes dans une portion du plateau Mont-Royal et que leur relation intime et importante explique en grande partie l'œuvre d'Émilie Tavernier.
Et je pense que ça passe jusqu'à un certain point de présentation. La plupart des Montréalais et Montréalaises connaissent Émilie Tavernier-Gamelin, ne serait-ce que pour cette très belle sculpture qui se trouve dans l'édicule du métro Berry, et précisément parce que la place Émilie-Gamelin a été nommée comme ça en son honneur. Et ce qui est maintenant un parc, mais qui était auparavant un stationnement, était avant de devenir un stationnement dans la foulée des grandes démolitions des années 1960, un des principaux emplacements de l'œuvre d'Émilie. Alors, quels sont les liens qui unissent comme ça ces deux femmes? Ben, je l'ai dit, elles sont cousines. On a très peu de portraits d'elle. Et je dirais que, en fait, dans le cas d'Émilie Tavernier, c'est le seul tableau qui a été authentifié. Elle a posé pour ça quand elle est devenue la supérieure des Sœurs de la Providence. Sa cousine, évidemment, c'est tout, qui a vécu beaucoup plus longtemps, comme vous le pouvez le voir. C'est une photo prise à la toute fin de sa vie, qui, jusqu'à un certain point, ne leur rend pas justice. Mais leur histoire commune commence justement dans une portion du plateau Mont-Royal qui s'est longtemps appelée la terre de la Providence. C'est là que leur jeunesse leur a permis de se rapprocher. C'est là que leurs deux familles ont été voisines. Alors, on a très peu d'images du secteur qui se trouve un peu plus au nord de l'Hôtel-Dieu. Mais cette photo de l'Hôtel-Dieu de 1870, donc à peu près une dizaine d'années après le déménagement à son emplacement actuel, avenue des Pins, vous donne un peu une idée du paysage de l'actuel plateau Mont-Royal aujourd'hui, puisque, pour vous situer, l'endroit où on se trouve maintenant, c'était quelque part là. Alors, il s'agit donc d'un plateau très rural et la ville, à l'époque, déménager l'Hôtel-Dieu en 1860 à cet endroit-là, c'était le déménager à la campagne. La ville commençait à s'étendre depuis, je dirais, une trentaine, une quarantaine d'années au-delà de ses frontières historiques, c'est-à-dire le vieux Montréal d'aujourd'hui. Il y avait déjà un faubourg, si vous voyez derrière l'Hôtel-Dieu, qui était un village assez densément peuplé, Saint-Jean-Baptiste, un des villages fondateurs du plateau Mont-Royal, mais autrement, on était dans une zone avant tout rurale et agricole. D'ailleurs, cette très belle aquarelle de James Duncan, où on voit l'Hôtel-Dieu, mais de plus loin, des flancs du Mont-Royal, nous montre une autre des principales, comment dire, exploitations des lieux tout au long du 18e et 19e siècle, c'est-à-dire les vaches laitières. Alors, le lien entre la famille d'Émilie et la famille d'Agathe, l'Hôtel-Dieu et les vaches, ce sont les trois ingrédients qui expliquent pourquoi le plateau Mont-Royal a joué un rôle important. Avant de vous expliquer cette carte-là, je vais rester sur l'aquarelle. Alors, le père d'Agathe s'appelait Joseph Perrault, c'est un maître charpentier qui vivait au Faubourg Saint-Laurent. En 1790, donc à la toute fin du 18e siècle, les hospitalières de Saint-Joseph, c'est-à-dire l'ordre de religieuses qui gérait l'Hôtel-Dieu, vont lui céder, en fait, c'est un don qu'elles vont faire à Joseph Perrault, une partie de leur terre de la Providence. Et la terre de la Providence, ben, c'est le nom qu'on a donné à une très longue bande de terre qui était assez étroite. L'Hôtel-Dieu s'est installé en 1860, plus ou moins au début de la terre de la Providence, mais ça allait jusqu'à la paroisse de Saint-Laurent. Donc, c'est vous donner une idée de la longueur. Et les hospitalières de Saint-Joseph ont obtenu cette terre-là vers 1730. C'est un don qu'on leur a fait. C'était une façon pour des familles bourgeoises d'espérer gagner leur ciel. Mais il faut dire aussi que les deux frères qui ont fait don de la terre, en échange, les hospitalières acceptaient de les héberger puis de s'occuper d'eux pendant leurs vieux jours. Et pour les religieuses, à cette époque-là, tout le monde vivait au Vieux-Montréal. Obtenir la terre de la Providence, c'était une source de bois de chauffage, c'était un endroit pour le pâturage de leurs vaches, c'était un endroit où on extrayait la pierre, la célèbre pierre grise qui servait à la construction de tellement d'édifices dans le Vieux-Montréal et ailleurs en ville. Donc, pour la communauté religieuse, la terre de la Providence, même si c'était à la campagne, même si c'était éloigné de la ville,
c'était une source de revenus importante pour financer le travail de la communauté. Et Joseph Perrault, lui, c'est un maître charpentier, c'est un voisin des hospitalières de l'Hôtel-Dieu, et lui a déjà des terres dans ce secteur-là, puis pour un maître charpentier, c'était utile parce qu'il trouvait là le bois d'œuvre pour les édifices qu'il allait construire. Il trouvait là, lui aussi, dans les carrières très nombreuses, la pierre de construction. Il trouvait là le sable et la chaux. Et une des raisons pour lesquelles, en fait, c'est un acte notarié dont j'ai pris connaissance récemment, pourquoi les hospitalières lui font don d'une bonne partie de leur terre de la Providence, c'est pour le remercier pour le service rendu. Il n'était peut-être pas leur homme à tout faire, mais c'est lui qui entretenait les clôtures, les fossés des religieuses. Alors, Joseph Perrault, qui possédait déjà des terres pour son travail de maître charpentier, en obtient d'autres des religieuses. Et un an après, les mêmes hospitalières vont louer une autre partie de leur terre de la Providence, mais à ce moment-là, c'est plus un don, c'est une location, juste à côté de celle de Joseph. Donc, on peut deviner que c'est parce qu'ils se connaissaient. Alors, cette location-là, les religieuses le font au beau-frère de Joseph, Antoine Tavernier, c'est-à-dire le père d'Émilie. Alors, les deux familles, d'une certaine façon, vont se côtoyer à la campagne, parce que c'était la campagne alors. Et contrairement à Joseph Perrault, qui était plus prospère, puis qui avait aussi une maison en ville, la biographe d'Émilie, dont je vais reparler parce que ses recherches ont été importantes pour cette conférence, dit qu'à partir du moment où le père d'Émilie loue une terre adjacente à celle de Joseph, Émilie, sa famille, ses frères, ses sœurs vont déménager là. Alors, les deux cousines, comme vous avez peut-être vu au début, il y a quand même 13 ans entre elles, vont grandir ensemble côte à la campagne, à ce qui s'appelait à l'époque la côte Sainte-Catherine. Et pour vous situer, voici la carte. Ça, ça a été fait après le décès d'Émilie par sa succession, donc en novembre 1873. Et pour vous situer par rapport aux frontières d'aujourd'hui, avenue du Mont-Royal, boulevard Saint-Laurent. D'ailleurs, ici, c'est écrit Maëlène parce que c'est l'auberge du Maëlène qui a donné son nom à tout le quartier environnant. Vous voyez Hôtel-Dieu, ce n'est pas l'Hôtel-Dieu, en fait, c'est des terres qui appartiennent aux hospitalières. L'Hôtel-Dieu n'est pas dans la carte, il est plus bas. Vous voyez ici chemin public, donc aujourd'hui, boulevard Saint-Laurent. Là, le nom des propriétaires n'est pas indiqué, mais il s'agit de Pierre Beaubien. Retenez ce nom-là parce que c'est un autre voisin des Perrault. Et les Beaubiens vont aussi, ça n'apparaît pas dans le plan, à la côte Sainte-Catherine, qui pour moi n'existe pas encore, avoir des terres importantes, donc des deux côtés des terres de la famille d'Agathe Perrault. Alors, le boulevard Saint-Laurent, côté est aujourd'hui, c'est les Beaubiens. Ici, juste du côté ouest du boulevard Saint-Laurent, c'est une autre famille importante dans l'histoire montréalaise dont on va reparler, Stanley Bach. En rouge, encerclé le domaine des Perrault, vous voyez, c'est très grand, la côte Sainte-Catherine, et au-delà, donc, on ne les voit pas, les Beaubiens. Donc, vous voyez l'immensité des terres qui ont été acquises par Joseph Perrault, qui vont en faire la base d'une fortune familiale importante. Alors, revenons à nos deux cousines. Les deux cousines sont jeunes et malgré leur différence d'âge, elles ont toutes les deux eu une jeunesse à la fois remarquable, mais normale pour des jeunes femmes qui ont des beaux partis et qui veulent se marier. Alors, on va commencer par Agathe. Agathe va se marier en 1812, mais son mariage va être très court parce qu'elle va épouser le 10 février 1812, alors qu'elle a 25 ans, le lieutenant Maurice Nolan. Pour cette raison-là, Agathe va toujours porter le nom Agathe Perrault-Nolan, ou plus souvent dans les documents d'époque, la veuve Nolan. Son propre nom disparaissait au profit de son mari décédé. Alors, Maurice Nolan est un Irlandais catholique qui était lieutenant dans l'armée britannique. Et leur union a été très brève parce qu'ils sont épousés le 10 février 1812 et le 19 décembre 1813, Maurice Nolan est tué dans la bataille du fort Niagara. C'est la guerre de 1812 entre l'Angleterre et les États-Unis. Ça ne leur a pas empêché d'entretenir, et c'est ça qui est exceptionnel, une correspondance qui, grâce à une descendante d'Agathe, a été conservée et qui est un témoin
témoin exceptionnel de la relation entre deux personnes qui s'aimaient, même si ça a été très court au début du 19e siècle. Donc, on va me permettre de la lire. Ma chère et affectueuse épouse, c'est évidemment le lieutenant Nolan qui écrit, les lettres d'Agathe, elles, ont été perdues sauf une. Par le dernier express, j'ai reçu 3 de tes lettres datées du 26 août et les autres du 10 de ce mois. Mais le fait que je sois si souvent changé d'endroit m'a empêché de les recevoir en temps voulu. Je suis désolé que vous songiez à venir ici où il n'y a rien d'autre que de la maladie et des difficultés. Pourtant, rien sous les cieux ne pourrait me donner plus de bonheur que de voir ma tendre et affectueuse épouse et de la serrer sur mon cœur. Mais dans les circonstances où je me trouve, il est totalement impossible que nous puissions nous réconforter. Qu'adviendrait-il si je devais laisser la personne qui m'est chère aux soins étrangers? Quelque chose me chuchote que tu es en route vers moi, mais j'ai l'espoir que le Tout-Puissant t'a donné plus de bon sens, mon amour. Je serais désemparé si l'on m'ordonnait de partir et de te laisser, ma charmante épouse, seule et dépourvue de tout soutien. On en conclut donc que dans la lettre à laquelle Maurice Nolan répond, Agathe, il n'avait pratiquement pas partagé sa vie avec son mari. Il a été en caserne très peu de temps après le mariage. Il lui avait écrit qu'elle voulait aller le rejoindre au camp militaire où il était. Alors donc, après la mort du lieutenant Nolan, comme je l'ai dit, elle ne s'est jamais remariée, même si ce n'étaient pas les prétendants qui manquaient. Tragédie semblable dans le cas d'Émilie, parce que les deuils ont frappé les deux familles à répétition. La mère d'Émilie, Marie-Joseph Maurice, est morte le 11 février 1804. Donc, Émilie avait seulement 4 ans lorsqu'elle a perdu sa mère. Et avant son décès, parce qu'elle était malade, elle a confié la garde d'Émilie à sa belle-sœur, Marianne Tavernier, c'est-à-dire l'épouse de Joseph Perrault. Le père de, comment dire, le père d'Émilie, sans doute bouleversé par la mort de sa femme, ne s'est jamais vraiment occupé de sa fille après le décès de la mère d'Émilie. Elle a été confiée donc à la mère d'Agathe. Et quand la mère d'Émilie décède à son tour, c'est un frère qui va en avoir la garde légale, qui va devenir son tuteur. Mais en pratique, on va le voir, à partir de l'âge de 4 ans, Émilie va surtout vivre avec sa cousine Agathe et avec sa tante. En plus, les deuils s'accumulent parce que Joseph Perrault, ce maître charpentier qui est à l'origine de la fortune des Perrault, lui, il va mourir le 28 juillet 1805 et c'est sa femme, Marianne, qui va gérer le patrimoine familial. Finalement, Antoine Tavernier, lui aussi, meurt à son tour en 1814, à l'âge de 60 ans. Et donc, Émilie est complètement orpheline, de père comme de mère, à l'âge de 14 ans. Et sa tante va l'envoyer en 1819 vivre à Québec, où elle va rester avec quelques allers-retours. Grosso modo, elle va vivre à Québec pendant 3 ans, de 1819 à 1822. Et voici une lettre à sa cousine Agathe, qui montre elle aussi à quel point elle avait une vie de jeune femme normale. Parce que, comme vous l'avez peut-être déjà vu, il y a beaucoup de questions de garçons. Alors, elle écrit qu'elle s'est rendue à une cérémonie avec un veuf de la basse-ville. Mais n'allez pas croire que c'est un cavalier de crainte de s'être trompé comme l'hiver dernier. Il s'agissait d'un bon parti à prendre, mais je suis bien mortifié que vous me faites tant de reproches que je l'aime les garçons. Car voilà 2 lettres que vous m'écrivez qui ne parlent que de cela. Et vous me faites beaucoup de peine avec toutes ces histoires-là. Car il faut être bien, j'ai respecté l'orthographe, car il faut être bien méchant pour inventer de pareilles choses sur mon compte. Je ne parle pas d'eux, moi, quand bien, et j'ose me flatter que cela passera avec les autres histoires que l'on a déjà fait de moi. Les autres histoires qu'on a déjà fait de moi, parce qu'Agathe lui fait souvent la morale dans ses propres lettres, c'est que quand elle parle du cavalier avec qui elle s'était trompée l'hiver précédent, c'est que tout le monde pensait qu'elle était fiancée avec un des plus beaux partis de Québec, mais à la dernière minute, le jeune homme avec qui tout Québec disait qu'ils allaient se marier a décidé plutôt d'épouser une de ses anciennes blondes. Et il paraît que ça a été très dur pour Émilie. Tout ça pour vous dire qu'elles ont toutes les deux des vies de jeunes filles tout à fait normales, mais
Et les deuils ont probablement joué un rôle. Les choses vont s'accélérer. Émilie revient vivre à Montréal en 1822, puis ça coïncide avec le décès de sa tante Marianne Tavernier, qui avait 70 ans, puis qui était malade depuis très longtemps. Alors, Émilie revient vivre à Montréal, et à ce moment-là, comme elle n'est pas encore majeure, même si c'est son frère qui a sa garde légale, elle va aller vivre chez Agathe. Agathe qui a, bon, il y a la maison à la campagne dont on va parler, mais qui a aussi sa résidence en ville, dans le Vieux-Montréal. Et Agathe, parce que la tante d'Émilie, la mère d'Agathe, était très malade depuis 5 ans. C'est Agathe, la veuve, donc, qui s'occupe des affaires familiales. C'est elle, entre autres, qui va gérer la ferme de la côte Sainte-Catherine. Et pour montrer au fil du temps, à quel point les liens entre les deux cousines s'étaient renforcés, Agathe, qui est un peu épuisée parce que c'est elle qui s'est occupée pendant des années de sa mère très malade, Agathe va profiter du retour d'Émilie à Montréal pour confier la gestion de la ferme à Émilie. On le sait parce qu'il y a une correspondance abondante où Émilie explique dans le détail comment elle a vendu les produits de la ferme en ville, comment elle s'est occupée des jardiniers, etc. Et donc, pendant les vacances d'Agathe, Émilie prend la relève dans la gestion de la ferme. Mais tout le monde va être surpris parce que à peu près 1 an après son retour à Montréal, le 14 juin 1823, Émilie va épouser Jean-Baptiste Gamelin. Et ça, c'était une surprise parce qu'on ne le connaissait pas comme prétendant, mais surtout parce qu'il avait 50 ans. Alors, il y a 27 ans de plus qu'Émilie. C'est un prospère marchand déjà à ce moment-là. Il se spécialise dans le commerce des pommes et du cidre. Et selon la biographe d'Émilie, finalement, on sait peu de choses pourquoi Émilie, qui était courtisée par des jeunes hommes de son âge, dont certains à Québec, entre autres, venaient de très bonnes familles, pourquoi choisir un marchand si âgé? Sa biographe dit que c'est une profonde foi chrétienne qui les unissait et que c'est avant tout à cause de leur foi commune. C'est une interprétation qui en vaut une autre. La biographe ne cite pas de source à l'appui. Sinon, on sait que Jean-Baptiste Gamelin, qui était effectivement très croyant, hébergeait déjà dans cette maison, rue Saint-Antoine, dans le Vieux-Montréal. C'était sa maison qui va devenir, après le mariage, la maison conjugale avec Émilie. Mais vous voyez, c'est comme deux maisons jumelées. Alors, la maison adjacente, il hébergeait, on les appelait des idiots à l'époque. C'était donc un jeune homme qui avait des problèmes de retard et sa vieille mère. Donc, il faisait ça par charité chrétienne d'héberger dans la maison adjacente. D'ailleurs, j'ai noté son nom. C'est une conférence où j'ai pris beaucoup de notes, justement, pour ne pas me tromper. Et où est-ce que j'ai mis son Daudet? On le surnommait Daudet, celui qu'à l'époque on appelait un idiot, une époque pas encore très politiquement correcte. Et donc, il faisait ça par charité chrétienne. Et ça a sans doute joué un rôle dans la vocation d'Émilie d'épouser quelqu'un qui hébergeait déjà deux personnes très démunies dans la maison adjacente. Émilie, ça va être encore une fois un mariage assez court, mais Émilie va avoir le temps de devenir un partenaire. Par la correspondance, on sait qu'elle a vraiment joué un rôle important dans les affaires de M. Gamelin. Elle travaillait avec lui lorsqu'il s'agissait d'acheter des récoltes de pommes, lorsqu'il s'agissait de faire la comptabilité. À un moment donné, ils achètent un verger pour ne pas être juste dépendants des pommes que d'autres leur vendent. Alors, c'est un moment où elle va s'associer. Sauf que, encore une fois, le malheur, c'est vraiment ce qui lui arrive parce que leur premier enfant, un garçon, est né le 15 août 1824. Il décède 3 mois plus tard. Ils ont un deuxième garçon l'année suivante. Il décède le 24 septembre 1825, lui aussi même pas âgé de 3 mois. Et elle a enfin un troisième fils, le 29 octobre 1826, mais le couple a à peine le temps de profiter du bonheur d'avoir enfin un troisième enfant qui va vivre plus longtemps que 2 ou 3 mois, parce que Jean-Baptiste Gamelin va mourir à son tour le 1er octobre 1827. De sorte que Émilie, comme sa cousine Agathe, va devenir veuve après même pas 4 ans de mariage. Ce n'est pas la fin des malheurs d'Émilie parce que le 28 juillet
donc quelques mois après la mort de Jean-Baptiste Guelmet en octobre, donc un peu plus de 6 mois après. Son troisième fils, son dernier enfant, décède à son tour. Donc, en l'espace de quelques années, Émilie va perdre ses 3 enfants, son mari, et elle va être très courtisée encore une fois. Elle hérite quand même de toutes les possessions de son mari, donc c'est une veuve convoitée, comme sa cousine Agathe, parce qu'elle a des biens, des possessions qui, sans faire d'elle, contrairement à certaines cousines, on y reviendra, sans faire partie de la grande bourgeoisie montréalaise de l'époque, elle est assez prospère. Mais comme sa cousine, elle va, elle aussi, se refuser à tout remariage. Au contraire, c'est là que sa nouvelle vocation va de plus en plus se manifester. Un exemple de ça, c'est qu'elle va, à la demande de son mari, continuer d'héberger Daudet et sa vieille mère. Alors, d'une certaine façon, comment dire, je compresse le temps parce que Émilie va, peu de temps après le décès de son mari, le 22 octobre 1827, elle va adhérer à une association de dames patronesses qui s'appelait la Confrérie du bien public et qui visait à trouver du travail pour les femmes pauvres. Et elle va utiliser avec ses consoeurs une technique qui était relativement novatrice à l'époque, c'est-à-dire faire des visites à domicile pour essayer de trouver, de mesurer l'ampleur de la pauvreté des gens. Et donc, très rapidement, elle va se rendre compte qu'un des besoins, à une époque où la société montréalaise se transforme, on est vraiment dans une période de transition qui va s'accélérer au fur et à mesure du 19e siècle. Avant, le soin des personnes âgées, des personnes indigentes, revenait aux familles ou à l'époque des villages, à la communauté villageoise. Mais dans la ville, qui grossit, on découvre de plus en plus de mendiants qui n'ont plus aucun lien de solidarité familiale ou autre, et une catégorie de personnes délaissées à laquelle Émilie va s'intéresser beaucoup, c'est les femmes très âgées qui n'ont plus de soutien de famille. Elle va commencer à en héberger d'abord dans sa maison de la rue Saint-Antoine et ensuite dans une série de maisons que je vous montre les unes après les autres. Le premier, c'est le refuge Saint-Laurent. C'était boulevard Saint-Laurent, coin sud-ouest de Sainte-Catherine, là où se trouve aujourd'hui Mémoire des Montréalais. Alors, c'est intéressant de voir la continuité. C'était une école où on lui avait permis d'occuper un étage pour héberger un certain nombre de veuves. La deuxième maison, qui se trouvait rue Sainte-Catherine, un peu plus à l'ouest, à partir du moment où il y a de plus en plus de veuves et de femmes âgées à héberger, elle a besoin de plus d'espace. Elle se trouve tout près de la maison de sa cousine Agathe, qui, elle aussi, quand il n'y a plus de place chez Émilie, va accepter de prendre des pensionnaires chez elle. La troisième, c'est la Maison Jaune, et là, on sort complètement de secteur, on s'en va vers l'est, le Faubourg Québec. Je vais y revenir parce que la Maison Jaune, pour vous situer, c'est à peu près Saint-Hubert, Sainte-Catherine. Ça a été là que l'œuvre, qui était une œuvre laïque, c'est important de le souligner, va se transformer pour devenir l'œuvre religieuse qu'on connaît aujourd'hui et qui va conduire au premier asile de la Providence, dont on voit une photo du tout début du 20e siècle, c'est-à-dire l'emplacement aujourd'hui de la place Émilie-Gamelin. Alors, on voit que rapidement, tout ça a pris beaucoup d'ampleur. Et pendant ce temps-là, Agathe va épauler Émilie tout au long. Agathe, entre autres, va non seulement héberger des pensionnaires quand il n'y a plus de place chez Émilie, mais Agathe, ils vont créer une association de femmes laïques pour gérer ces refuges-là. Et Agathe va en être la trésorière, d'autant plus que je suis obligé de passer rapidement là-dessus, mais Agathe a un jeune frère, c'est le Benjamin de la famille, il s'appelle Joseph Perrault, fils, comme son père. Et c'est Joseph Perrault, quand Joseph Perrault, le père décède, qui va reprendre l'exploitation de la côte Sainte-Catherine et qui va en faire une exploitation agricole de grande envergure. C'est là vraiment que la fortune de la famille va décoller. Mais Joseph Perrault va aussi avoir une carrière politique. Il va être élu député. Il va faire partie du Parti canadien, le prédécesseur du Parti des Patriotes. Mais il va décéder très jeune, en 1831, à l'âge de 41 ans. Mais il ne s'est jamais marié, il était célibataire. Alors, ce sont ses frères et sœurs qui vont hériter
de sa part de l'héritage des Perrault, que lui aura beaucoup fait fructifier en donnant beaucoup d'ampleur à l'exploitation agricole. Mais même si ses biens, son patrimoine est partagé entre ses frères et sœurs, c'est Agathe qui, comme veuve, n'a pas les mêmes responsabilités familiales que ses autres frères et sœurs, qui va gérer, à partir du décès de son frère, qui va gérer toute la ferme de la Côte-Sainte-Catherine et qui va donc utiliser ces revenus-là pour épauler sa cousine. On voit ici, justement, la maison d'Agathe. Pas la maison à la campagne, mais la maison en ville. Elle se situait rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Saint-Urbain. Vous voyez, si vous pensez à Sainte-Catherine-Saint-Urbain aujourd'hui, au début du 19e siècle, même si c'était une maison juste dans les faubourgs, juste à la sortie de la ville, on voit que c'était encore pas mal rural. C'est une assez grande maison et c'est cette maison-là qui va être utilisée par Agathe et Émilie à plusieurs reprises pour leurs œuvres, comme on va le voir. Et les épidémies vont tout de suite jouer un rôle important. Montréal est frappé tout au long du 19e siècle par de nombreuses épidémies, typhus, choléra, et ça va obliger, dans une époque où il n'y a pas vraiment d'infrastructure, il y a seulement 2 hôpitaux, l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital général, qui en plus, quand il s'agit de maladies épidémiques, vont être très réticents à accepter les malades par peur de la contagion. Et un des vecteurs, ce n'est pas le seul, mais un des vecteurs importants des épidémies qui vont frapper Montréal tout au long du 19e siècle et qui vont aussi contribuer à transformer le caractère de la ville, c'est l'immigration irlandaise. Vous le savez, des milliers d'Irlandais vont arriver à Montréal dans des conditions de santé épouvantables. D'abord parce qu'il fut une famine qui a tué des centaines de milliers de personnes en Irlande, et ensuite parce que les conditions de la traversée pour des personnes déjà affaiblies étaient épouvantables. Alors, une des premières épidémies, c'est en 1832, c'est le choléra. Et Agathe et Émilie, parce que les autorités civiles sont débordées, vont élargir les responsabilités de leur association, vont faire un comité spécial des Dames de la Charité pour s'occuper des victimes. Je regroupe les épidémies dans un seul thème parce qu'il y a un lien avec la maison. En 1847, c'est le typhus, encore une fois porté par les immigrants irlandais qui frappent Montréal. Je vais y revenir, mais l'organisation des milliers est devenue entre-temps une congrégation religieuse à cause de l'évêque Bourget, les Sœurs de la Providence, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et ils ont été créés en 1843. Et les Sœurs Grises, qui s'occupaient initialement à Pointe-Saint-Charles, là où les immigrants irlandais étaient isolés à cause du typhus, les Sœurs Grises meurent. Plusieurs d'entre elles, à cause de la contagion, sont épuisées. Donc, les Sœurs de la Providence d'Émilie vont prêter main forte et Agathe va louer cette maison-là gratuitement pour héberger, et ça va jouer aussi un rôle important dans le futur d'Agathe. La maison va se servir de lieu d'hébergement pour les enfants irlandais orphelins dont les parents sont morts. La maison va héberger jusqu'à 150 orphelins, puis Agathe va en soutenir plusieurs, mais sans jamais, semble-t-il, en tout cas, on n'a pas retrouvé les documents légaux, sans jamais les adopter formellement. On dit souvent qu'Agathe, comme Émilie, n'a jamais eu d'enfant, mais Agathe va prendre 2 de ses orphelines irlandaises sous son aile et les garder auprès d'elle jusqu'à sa mort et même au-delà. On va en reparler. Et selon la chronique des Sœurs de la Providence, elle a décidé d'une certaine façon adopter, même si il n'y a pas de documents légaux, de prendre ces 2 jeunes filles très jeunes, une avait à peine 1 an, pour honorer la mémoire de son mari irlandais. Alors, en plus, les religieuses d'Émilie, plusieurs ont attrapé le choléra, Agathe va transformer sa maison de la Côte-Sainte-Catherine, le Myland aujourd'hui, en maison de convalescence pour les religieuses malades. La dernière grande épidémie à laquelle Agathe et Émilie ont eu à faire face, c'est celle de 1849, celle qui va emporter Émilie. Cette fois-là, c'est le choléra. Et ce qui est intéressant, c'est que cette même maison, celle de Sainte-Catherine et Saint-Urbain, Agathe, entre-temps, ne réside plus là. Elle loue la maison. Elle a complètement déménagé pour s'occuper de la ferme au Myland, c'est-à-dire à la maison de campagne dont je parlais au tout début. Mais elle va louer, sans rien demander en retour, la maison pour en transformer en hôpital ou en hospice.
parce que ni l'Hôtel-Dieu ni l'hôpital général acceptent les victimes du choléra à cause de la peur de la contagion. Alors, les médecins n'ont aucun endroit où mettre les malades, de sorte qu'on va transformer la maison d'Agathe en hôpital temporaire. Il va y avoir une section pour les garçons qu'on va nommer l'Hospice Saint-Jérôme-Émilien et on va ériger des bâtiments temporaires dans les jardins d'Agathe à l'arrière. Et pour les filles, ça va être Sainte-Camille. Détail qui a son intérêt, son importance. Je parlais de tous les voisins du Myland, souvenez-vous de la cour, de la carte, pardon, je vous montrais. Le médecin qui va s'occuper des malades dans cet hôpital temporaire, ben, c'est le docteur Pierre Beaubien, le voisin d'Agathe au Myland. Un autre épisode, j'ai encore un peu de temps avant de sauter les épisodes, un autre épisode important qui va à la fois unir et diviser les deux familles, ben, c'est l'histoire des rébellions de 1837-1838. Puis c'est très intéressant de mentionner cet épisode-là pour comprendre à quel point c'était tricoté serré les liens familiaux à Montréal pendant cette période-là et à quel point Émilie et Agathe ont vu leur famille divisée. Alors, on commence avec la célèbre émeute du 21 mai 1832. C'était une élection partielle dans Montréal-Ouest qui opposait le candidat du Parti patriote. Il se nommait Daniel Tracy, c'était un immigrant irlandais qui était arrivé seulement quelques années auparavant à Montréal, mais qui était l'éditeur du Vindicator, le journal irlandais, mais très pro-patriote. Et donc, et puis ça vous montre aussi, c'était pas comme parfois on peut le penser, des divisions canadiens contre anglais. Au contraire, beaucoup d'Irlandais étaient du côté des patriotes. Alors, Daniel Tracy était le candidat des patriotes. Et Stanley Bagg, le voisin des Perrot au Myland, était le candidat conservateur. Il faut savoir qu'à cette époque-là, une élection pouvait durer plusieurs jours, sinon quelques semaines. Celle-là a été particulièrement longue parce qu'elle était chaudement contestée entre les Tories, comme on appelait les conservateurs et les patriotes. C'était public. On se rendait au bureau de vote. Il y avait un scrutateur qui vérifiait si on avait le droit de vote ou pas. Et on déclarait publiquement pour quel candidat on votait. Donc, il pouvait y avoir de l'intimidation à l'entrée du bureau de vote parce que ce n'était pas secret du tout. Et si personne ne se présentait pendant 1 heure, le candidat qui avait la majorité était déclaré élu. Sauf que dans cette élection-là, la majorité fluctuait. Dès qu'on pensait que Stanley Bagg allait gagner, les patriotes se dépêchaient pour envoyer des partisans et vice-versa. C'est devenu tellement tendu qu'il y a eu cette célèbre émeute le 21 mai 1832 où 3 patriotes ont été tués par l'armée. Il y a eu une enquête après. On a dit que l'émeute avait été fabriquée de toutes pièces par les Tories pour intimider les patriotes, qui par ailleurs ont gagné l'élection par quelques voix à peine. J'ai oublié combien, mais je pense 3 ou 4. Mais ce qui est intéressant, surtout de noter ici, je ne fais pas une conférence sur les rébellions de 37-38, c'est que Émilie et Agathe ont voté. Parce qu'à cette époque-là, et c'est peu connu, le suffrage était loin d'être universel. Il fallait avoir, pour avoir le droit de voter, il fallait avoir des propriétés. Alors, les veuves en avaient des propriétés, mais même les femmes qui étaient en séparation de biens et qui pouvaient revendiquer les propriétés à leur nom avaient le droit de vote. Et ce n'était pas contesté. Donc, et Agathe et Émilie ont toutes les deux exercé leur droit de vote et elles ont voté pour le candidat patriote. Il faut dire qu'il y avait des patriotes influents dans la famille. Le frère d'Émilie, François Tavernier, a été arrêté avant l'émeute parce qu'on dit qu'il avait agressé physiquement et violemment battu un partisan de Stanley Bagg. La famille a aussi des patriotes très importants. Et quand je vous parlais de tricoté serré, Luce, une des nièces d'Agathe, qui est la fille de son frère aîné, elle avait épousé Édouard Raymond Fabre, un des plus importants libraires de Montréal, un grand ami de Papineau et un futur maire de Montréal. Et un de ses fils va jouer plus tard un rôle dans la vie d'Agathe. Alors, on a l'impression que toute la famille, autant du côté des Taverniers que des Perrot et du côté des Patriotes, mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a une sœur d'Agathe, Marie-Claire, qui a épousé un des plus riches marchands de Montréal à l'époque, Augustin Covillier. Et Augustin Covillier, c'était d'abord un partisan du Parti canadien, le prédécesseur du Parti patriote.
Mais au fil, surtout pendant les années 1830, quand la crise va en s'aggravant, lui, comme d'autres marchands conservateurs, va rompre avec le Parti patriote et rallier les Tories. D'ailleurs, il va changer son prénom d'Augustin à Austin. Euh, Évidemment, les patriotes vont le considérer comme un traître et comme il était un des dirigeants les plus influents avant de changer de camp, les patriotes vont particulièrement le cibler comme un traître à leur cause. Alors, son épouse Marie-Claire, qui est la sœur d'Agathe, donc quand même, elle aussi, elle va aller voter, mais évidemment pas pour le candidat patriote, mais pour Stanley Bagg. Alors, Papineau, après, va se servir, Papineau, qui est le grand dirigeant du Parti patriote, à la Chambre d'Assemblée, va se servir de cette assemblée-là pour dire que c'est honteux qu'Augustin Cuvillier s'est servi de sa femme, alors que ce n'est pas le rôle des femmes de participer à la politique, pour la forcer à voter, montrant comment les conservateurs étaient désespérés. À tel point que Papineau va faire adopter un projet de loi qui interdit dorénavant le vote aux femmes. Petit détail, le gouverneur va rejeter la loi, va la déclarer inconstitutionnelle, pas à cause du droit de vote des femmes, mais à cause de d'autres clauses dans la femme. Et finalement, c'est seulement après les rébellions, en 1849, que le vote des femmes va être définitivement interdit, sans que ça fasse le moins de débat, paraît-il, à l'Assemblée législative. Alors, ce qu'il faut noter, il y a une historienne, Bettina Bradbury, qui a étudié cet épisode-là et qui a étudié de façon plus générale le rôle des veuves dans l'histoire politique et sociale montréalaise au 19e siècle. Et ce que Bettina Bradbury relève, soutient, c'est qu'à partir du moment où les femmes qui étaient actives politiquement sont exclues de la sphère politique, ça va les conduire à s'investir encore plus dans la sphère sociale. Et donc, pour elles, c'est un épisode important. Je termine sur les patriotes et sur les rébellions en soulignant que le frère d'Émilie, François Tavernier, a été arrêté juste avant que ça dégénère et qu'un neveu d'Agathe, Charles-Ovid Perrault, qui est un dirigeant important des patriotes, a été tué à la bataille de Saint-Denis. Ah, j'ai oublié de vous montrer les photos de mes deux Libo, Augustin à gauche et Édouard Raymond Fabre à droite, qui évidemment va continuer comme Louis-Hippolyte Lafontaine ou d'autres à jouer un rôle très important dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais le rôle d'Émilie ne va pas se limiter à aller voter. Là encore une fois, elle va élargir son œuvre sociale, c'est la prison du Pied-au-Courant, parce qu'elle va devenir une intermédiaire indispensable. Après l'écrasement des rébellions, le gouverneur britannique va interdire même aux familles de visiter les prisonniers qui vont donc vivre dans un isolement presque complet. Mais Émilie va obtenir la permission de visiter les prisonniers. On va la surnommer l'ange des prisonniers politiques. Pourquoi Émilie obtient cette permission-là? C'est d'abord sa réputation. Déjà à cette époque-là, elle est réputée pour ses œuvres sociales. C'est aussi parce que depuis 2 ou 3 ans auparavant, elle avait déjà la permission de venir porter des provisions, du réconfort aux femmes qui étaient souvent des prostituées. Il y avait une œuvre qui s'occupait des prostituées à Montréal qui avait fermé ses portes et donc quand on arrêtait une prostituée, on l'enfermait là. Donc, Émilie avait déjà la permission de visiter les femmes, permission qui s'est élargie aux patriotes emprisonnés. Elle est donc devenue une intermédiaire indispensable. Alors, avant de passer à l'héritage, quelques mots parce que le temps file sur comment Émilie a transformé, pas complètement de sa propre volonté, ce qui était au départ une œuvre laïque en ordre religieux. Il y avait d'abord la question du financement. Émilie dépendait entièrement de la bienfaisance des grandes familles bourgeoises sur lesquelles elle faisait la quête régulièrement. Elle dépendait de Bazar, qui était d'ailleurs qui se tenait chez Agathe. J'ai quelque part un extrait de ce que la minière dit d'un de ces bazars, celui de 1835. Beaucoup de nos concitoyens ignorent peut-être qu'il existe une maison d'asile pour les femmes ou filles âgées, pauvres et infirmes, sous la direction de Mme Veuve Jean-Baptiste Gamelin. Cette excellente institution digne de l'esprit de prévoyance et de bienfaisance qui distingue les habitants du Canada commença il y a 3 ans.
sans argent et sans ressources, et cependant, elle s'est maintenue jusqu'à ce jour au moyen de quelques contributions faites par des personnes favorables. Jeudi dernier, il se fait un bazar et une loterie en faveur de cette maison chez Mme Veuve Nolan. La foule était si grande que la maison de Mme Nolan ne put contenir tous les amis de la bienfaisance. Mais avec la croissance de l'œuvre, on revient à la Maison Jaune, puis surtout à l'Asile de la Providence. Les bazars, la charité, les Sulpiciens, les Seigneurs de Montréal font des dons, mais c'est très irrégulier. Ça ne suffit plus. Alors, si on veut asseoir la pérennité de l'ordre, il faut trouver autre chose. Or, le nouvel évêque de Montréal va jouer un rôle très important là-dedans. Alors, quelques mots sur Ignace Bourget. Le premier évêque de Montréal, Monseigneur Lartigue, est décédé en 1840. Monseigneur Lartigue était justement un protecteur d'Émilie, mais il ne lui a jamais demandé de devenir religieuse. Et le secrétaire de Monseigneur Lartigue, Ignace Bourget, va lui succéder. Puis 1840, c'est une période charnière dans l'histoire de Montréal et l'histoire du Québec, parce que la rébellion des Patriotes a été écrasée. On redéfinit les règles du jeu politique et social. Et le nouvel évêque de Montréal, Ignace Bourget, en est très conscient. L'Église avait des gros problèmes de relève et de recrutement après la conquête. Les ordres français n'avaient plus le droit, pendant une longue période, d'envoyer de nouveaux prêtres ou de nouvelles religieuses au Bas-Canada. En fait, les Sulpiciens, il y a eu une exception, puis c'est ceux qui avaient fui en Angleterre la Révolution française. Mais bref, l'Église était exsangue. Mais parce que l'Église, dans sa majorité, s'est mise du côté de la loi et l'ordre pendant les rébellions, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, surtout qu'il y avait un vide social important pour que, et Ignace Bourget en est très, très conscient, pour que l'Église se lance plus en profondeur dans les œuvres sociales, dans l'encadrement social, santé, éducation, secours d'une population qui était souvent, avec la prolétarisation, la paupérisation, de plus en plus laissée elle-même. Je ne rentrerai pas dans le contexte social, on n'a pas le temps, mais je vous montrerai le livre à la fin aux travaux de l'historien Jean-Marie Fecteau à ce sujet-là. On en parlera peut-être à la fin si on a le temps. Donc, de mai à septembre 1841, peu de temps après être devenu évêque, Ignace Bourget s'est rendu en France pour recruter des ordres religieux. C'était maintenant possible de convaincre des ordres religieux français de venir au Québec. On est en pleine renaissance catholique en France en plus. Après la Révolution française, l'époque napoléonienne, il y a toute une période de résurgence de la foi en France et aussi une aile des catholiques français qui va s'investir, parce que la révolution industrielle a déjà cours, qui va s'investir dans les œuvres sociales. Donc, ils sont en France avec l'intention de recruter des ordres religieux. Il va réussir avec plusieurs cas. C'est l'origine des clercs de Saint-Viateur, encore très présent au Québec. C'est M. Bourget, Monseigneur, qui va les convaincre de venir au Canada. Même chose pour les Oblats. Mais dans le cas des Sœurs de la Providence, il est conscient qu'il y a des femmes laïques qui gèrent une œuvre que même Bourget reconnaît très importante, mais il ne croit pas que ces femmes laïques aient suffisamment d'étoffe et surtout soient suffisamment sous la gouverne de l'Église pour assurer la pérennité de l'œuvre d'Émilie. Donc, l'intention d'Ignace Bourget, quand il va en France, c'est de recruter, on les voit là, les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont très impliquées en France comme auxiliaires dans les hospices et les hôpitaux. Donc, de convaincre la supérieure de l'ordre d'envoyer plusieurs de ces religieuses au Québec pour prendre en main l'œuvre d'Émilie. En fait, ce qu'on comprend des intentions d'Ignace, il veut que l'association laïque continue à exister, mais comme auxiliaire. C'est d'ailleurs ce qui va arriver, beaucoup plus pour s'occuper du financement, mais la gestion des œuvres, c'est-à-dire des asiles pour les personnes âgées, les orphelins, il veut la confier aux Filles de la Charité. L'ordre accepte et Ignace Bourget rentre à Montréal convaincu que dans quelques mois, les religieuses françaises vont prendre la relève. Entre-temps, à peu près au même moment où Bourget est en France, la Maison de la Providence, donc Émilie et Agathe, qui est la trésorière, décident d'obtenir une charte civile. C'est important d'incorporer leur œuvre
C'est une autre façon d'obtenir la pérennité. Et puis Bettina Bradbury, l'historienne dont je viens de parler, relève quelque chose d'important. Dans la charte d'incorporation, les femmes qui sont administratrices ont le droit de gérer les biens de l'œuvre de la Providence sans obtenir la permission préalable de leur mari. Alors que, règle générale, à cette époque-là, toute transaction conclue par une femme mariée devait se faire avec l'accord du mari. Donc, ça leur donnait aux femmes qui géraient l'œuvre une autonomie importante. Alors, la corporation va porter comme nom légal l'Asile des femmes âgées infirmes de Montréal. Agathe est élue sa trésorière, Émilie est sa directrice. Ignace Bourget, parce que ce sont toutes des femmes profondément chrétiennes, assistent à la première Assemblée générale, mais leur annonce que oui, elles jouent un rôle exceptionnel, mais qu'il y a les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul qui s'en viennent et qui vont prendre leur relève. Alors, ça crée un flottement, parce que dans le fond, le but d'Ignace Bourget, c'est de transformer une œuvre laïque en œuvre diocésaine. Et jusqu'ici, depuis près de 20 ans, c'est Émilie qui en était la principale responsable. Alors, Émilie a une décision importante à prendre, parce qu'à partir du moment où les religieuses qui doivent obéissance totale et absolue à leur évêque prennent le relais, c'est plus Émilie qui va être la patronne. Sauf que, coup de théâtre, en février 1843, donc un an plus tard, Bourget apprend que les filles de la charité ne viendront plus au Québec. Elles ont plutôt décidé que les besoins étaient plus grands en Algérie. Alors, il improvise, puis il se dit, ben, à ce moment-là, pourquoi ne pas transformer cette association laïque en ordre religieux? La première fois d'ailleurs, sauf erreur, qu'on créait un ordre religieux pour les femmes entièrement ici au Canada. À partir de ce moment-là, il recrute même 7 femmes croyantes pour devenir novices et ça va donc être confié à elle, le nouvel ordre. Bourget va admettre dans une lettre qu'il va écrire en 1856 qu'il n'était pas sûr de son coup. Il fallait qu'il improvise parce que les religieuses françaises sur lesquelles il comptait ne viennent pas. Alors, il a écrit en parlant des Canadiennes avec lesquelles il va former un nouvel ordre religieux, que vont devenir ces bonnes filles? Si l'œuvre qui commence vient à déchoir, de quel ridicule ne seront-elles pas l'objet? C'est d'autant plus compliqué que les Sœurs Grises, qui, elles, sont un ordre religieux qui existe de longue date à Montréal et qui gèrent, elles aussi, des œuvres de charité, ne sont pas du tout contentes d'avoir un nouvel ordre religieux dans leur plate-bande. Ça tient, et ça aussi, on ne pourra pas rentrer là-dedans, la rivalité entre Bourget et les Sulpiciens. Mais bref, ça se règle. Automne 1843, Émilie prend cette décision. Elle est assez connue. Juste avant la demande de Bourget, elle va se rendre en voyage aux États-Unis, encore une fois avec sa cousine Agathe, étudier les asiles de la Providence qui existent aux États-Unis et qui vont lui servir de modèle. Et quand elle revient, elle annonce qu'elle a accepté, elle aussi, de devenir religieuse. Et puis, elle commence son noviciat. Donc, d'une certaine façon, elle s'est résignée, mais c'était aussi pour elle une façon de ne pas perdre l'œuvre pour laquelle elle s'était vouée toute sa vie. En devenant religieuse, elle va devenir la première supérieure des Sœurs de la Providence et elle va assurer la pérennité d'une congrégation qui existe encore aujourd'hui et qui joue un rôle très, très important. On va ajouter, comme vous le savez probablement, plein d'autres œuvres au registre des Sœurs de la Providence. Émilie ne sera pas supérieure très longtemps. Je vous parlais des 3 épidémies. La dernière, celle de 1850-51, choléra. Émilie va en décéder à l'âge de 51 ans. Alors, parlons de leur héritage. Si vous me donnez encore une dizaine de minutes, je vois qu'il est 3h moins 5, donc 10-15 minutes. Elles ont laissé toutes les deux un héritage important, et c'est là-dessus qu'on va terminer. 2 œuvres qui se sont développées, surtout après le décès d'Émilie, mais j'en parle parce que c'est elle qui en a comme semé les germes, c'est-à-dire que les religieuses se sont implantées à Longue Pointe du vivant d'Émilie sur une ferme dont on leur avait fait don et s'occuper des aliénés. Comme on les appelait à l'époque, le seul asile qu'il y avait au Québec à cette époque-là était à Beauport, donc proche de la ville de Québec. C'était un gros problème à Montréal. Alors, Émilie, très tôt, a eu l'idée d'implanter sur cette ferme un asile. Il y a d'abord eu une école
Et ensuite, c'est devenu, on voit cette photo du début du XXe siècle, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui a été géré par l'ordre de religieux des religieuses d'Émilie jusqu'à la laïcisation de la Révolution tranquille. Donc, Saint-Jean-de-Dieu est devenu Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors, ça a été, dès le départ, une des plus grandes œuvres des Sœurs de la Providence. Ensuite, l'institution des sourds-muettes, le pendant féminin de l'institution des sourds-muets du Myland. L'édifice, je pense qu'on le connaît tous parce que son sort et la Société d'histoire s'en préoccupe beaucoup, est en suspens depuis des années. Alors, on est rue Saint-Denis et Cherrier. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que l'institution a pris son essor après le décès d'Émilie, mais c'est du vivant d'Émilie qu'elle a envoyé certaines religieuses de son ordre étudier auprès des clercs de Saint-Viateur qui géraient un institut pour les garçons au Myland. Donc, elle a envoyé une de ces religieuses étudier le langage des sourds-muets avec les clercs de Saint-Viateur dans l'intention de fonder un institut similaire pour les jeunes filles qui est devenu celui des sourds-muets. Ça aussi, ça s'est donc développé surtout après le décès d'Émilie, mais c'est vraiment elle qui en a semé les germes. Et on passe maintenant à l'héritage d'Agathe, qui est intimement lié au travail de Pierre Beaubien au Myland. Alors, c'est une donation du 27 août 1868 par Dame Agathe Perrault, veuve de feu Maurice Nolan, à la Corporation des Sœurs de l'Asile de la Providence de Montréal. Et cette donation de 1868, c'est un don pour l'établissement d'une mission au Coteau Saint-Louis qui aura pour tâche de faire la visite des malades et des pauvres et d'y faire la classe française et anglaise. Les Sœurs de la Providence disent qu'Agathe a tenu à laisser ça comme legs parce que ça faisait très longtemps qu'elle hébergeait des sœurs chez elle dans sa maison du Coteau Saint-Louis et qu'avec le village qui croissait puis les besoins de ceux qui travaillaient dans les carrières de pierre des environs, elle voyait la nécessité de créer ça. Alors, les religieuses vont d'abord s'installer dans une maison privée, boulevard Saint-Laurent, en face de l'église Saint-Enfant-Jésus. Mais Pierre Beaubien, qui est le grand propriétaire terrien, je vous l'ai dit au tout début, du côté est de Saint-Laurent, va faire don des terrains sur une ancienne carrière pour construire cette maison qui est adjacente à l'église Saint-Enfant-Jésus. Donc, on se trouve rue Saint-Dominique, au coin de Saint-Joseph. Et ça va être le premier couvent des Sœurs de la Providence au Myland. L'édifice a été transformé au début du 20e siècle. Les combles en haut ont été rehaussés d'un étage. Mais si on regarde du côté du boulevard Saint-Joseph, on a fait plusieurs agrandissements vers l'est. Alors, c'est aujourd'hui la résidence Saint-Dominique, une résidence pour personnes âgées qui est toujours gérée par les Sœurs de la Providence. Ça a servi d'école, de pensionnat, etc. pendant longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé avec la ferme où Agathe a grandi, qui a assis le patrimoine de la famille Perrault? Après le décès d'Agathe, sa succession, d'ailleurs, on reconnaît les descendants des Perrault, comme Henri-Maurice Perrault, un important arpenteur du Montréal du 19e siècle, ont essayé de la vendre. Ils l'ont segmenté en plus petites fermes, comme vous pouvez voir dans cette publicité 1883. Ça a plus ou moins fonctionné. Ils avaient des locataires, vaches et fermes maraîchères surtout. Mais en 1889, ils sont sur le point de trouver un acheteur qui va transformer à tout jamais ce secteur rural. Et ils vont, au moment, peu de temps avant de vendre la ferme, ils vont soumettre une pétition dont je vous montre dans un extrait la fin, demandant aux autorités municipales du village de Saint-Louis-du-Myland de nommer ce qui allait devenir l'avenue du Parc du nom d'avenue Nolan, parce qu'à leurs yeux, ce sera le meilleur moyen de perpétuer le souvenir d'une personne qui passa un demi-siècle de son existence au milieu de votre population. Les autorités du village de Saint-Louis-du-Myland vont accepter, et ce qui est aujourd'hui l'avenue du Parc au nord de Mont-Royal va s'appeler l'avenue Nolan, mais ça va durer seulement une année. Parce que ceux qui vont racheter la plus grande partie de la ferme des Perrault, c'est les deux promoteurs immobiliers venus de Toronto, les grandes banlieues
deuxième ceinture de Montréal commence à apparaître. On est à la fin du 19e siècle. Et pour eux, Avenue du Parc, Park Avenue, c'était plus vendeur qu'Avenue Nolan. Et ils vont donc transformer les anciennes fermes de la famille Perrault dans un développement immobilier qui chevauche la partie est d'Outremont, à partir grosso modo de la rue du Rocher, et la partie ouest du Myland jusqu'aux abords du boulevard Saint-Laurent. Et c'est ce qui reste, c'est ce qui a urbanisé cette ferme qui a assis le patrimoine des Perrault. Un témoin qui, jusqu'à un certain point, va peut-être consoler Agathe si elle existe encore. On a une seule photo de la maison des Perrault au Myland, là où Émilie et Agathe ont probablement joué ensemble, là où Agathe a hébergé les religieuses en convalescence, là où elle a élevé les deux petites orphelines irlandaises. C'est une photo qui a été prise par le Montréal Herald en 1908, juste avant sa démolition. Et regardez la légende. One of the old houses in the annex on Edward Charles Street. Ben, la rue Edward Charles, elle existe toujours. Avec Google Street Map, on peut la situer. Boulevard Saint-Joseph, Avenue du Parc, puis Hutchison. Voici la rue Édouard Charles. Mais pourquoi Édouard Charles? Et c'est ça la consolation. Alors, pourquoi Édouard Charles? Ben parce que Édouard, c'était le prénom d'Édouard Charles Fabre, le troisième évêque de Montréal. Et Édouard Charles Fabre, ben, c'est le fils d'Édouard Raymond Fabre, le patriote dont je vous parlais plus tôt. Il est donc relié, Édouard Charles Fabre, à Agathe, et c'est lui qui a célébré les funérailles d'Agathe quand elle est décédée. Donc, la rue où se trouvait la résidence de la famille Perrault a été nommée Édouard Charles en honneur d'Édouard Charles Fabre. Autre témoin de cette période-là, c'est Joseph Perrault, qui est un arrière-neveu ou arrière-petit-neveu. Je n'ai pas toute la généalogie en tête d'Agathe. Henri Maurice, son exécuteur testamentaire, a donné naissance à une dynastie d'architectes. Donc, Joseph Perrault était un architecte descendant d'Agathe. Il s'est construit à l'époque où, justement, l'avenue du Parc, l'ancienne ferme, devient un quartier résidentiel. On pense à cette époque-là, au début du 20e siècle, faire de l'avenue du Parc une des rues les plus prestigieuses de la bourgeoisie montréalaise. Et donc, Joseph, le descendant d'Agathe, va se construire sa résidence, qui existe toujours, sur Parc, entre Fermante et Saint-Viateur, qui est une coopérative d'habitation aujourd'hui. Alors, quelques lectures pour terminer que je vous conseille. Je vous ai parlé de Bettina Bradbury, qui resitue le rôle des veuves comme Émilie et Agathe, mais plusieurs autres, dans le contexte des transformations sociales de Montréal au 19e siècle. Malheureusement, je ne crois pas, mais Jean-Claude pourra me contredire que ça a été traduit en français, malheureusement. Et la plus récente biographie d'Émilie, par Denise Robillard, il y en a eu plusieurs autres, mais celle-là, sauf erreur, c'est la plus récente. Et puis, pour un peu de contexte social, j'ai fait allusion à Jean-Marie Fecteau, La liberté du pauvre, un professeur de l'UQAM qui est aujourd'hui décédé, mais qui a influencé toute une nouvelle génération d'historiens et d'historiennes, et qui lui aussi resitue les transformations sociales et le rôle de l'Église, des organismes de bienfaisance dans le contexte du 19e siècle, qui s'est inspiré entre autres des travaux, pour ceux qui le connaissent, du philosophe français Michel Foucault. Ah oui, puis quand même, mes remerciements à Marie-Claude Bellan, c'est l'archiviste des Sœurs de la Providence, qui évidemment, je n'aurais pas pu faire sa conférence sans elle. Elle a été une de mes précieuses collaboratrices pour toutes sortes de documents. Huguette, à cause du défi qu'elle m'a lancé. Et mes deux complices, Jean-Claude et Justin. J'espère que j'oublie personne parce que j'ai plus la diapositive sous les yeux. Merci beaucoup.